Bonjour à tous. L'idée de cette présentation est de présenter quelques-uns des travaux ayant porté sur les réseaux, les analyses en réseau et le sommeil. Alors, dans le premier temps, un résumé de ce que sont les approches par réseau de symptômes. Donc là, on a un réseau qui se décline en quatre phases. Le réseau est constitué des nœuds S1 à S4. Par exemple, S1 peut être un symptôme d'anxiété et S2 un symptôme d'insomnie. Et E1 correspond à un facteur extérieur, le E de extérieur. Et donc, dans la phase 2, on voit que le facteur extérieur va activer certains symptômes qui doivent être conçus de manière dimensionnelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir très peu d'anxiété, voire pas, et puis beaucoup d'anxiété. Et on voit que le facteur extérieur active l'anxiété et active les troubles du sommeil directement. Et en fait, ce qui se passe dans la phase 3, c'est qu'il y a une transduction du signal entre symptômes, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre symptômes et une action directe de l'anxiété et de l'insomnie sur S3 et S4, par exemple sur l'humeur dépressive et l'anédonie, c'est-à-dire la perte d'envie de faire les choses. Et on voit que finalement, S3 et S4 ne sont pas activés par le facteur extérieur, mais par d'autres symptômes. Et dans la phase 4, ce qui est intéressant, c'est que malgré la disparition du facteur extérieur, on a une persistance du système activé, du réseau, qui est activé dans un état stable, mais pathologique. Donc là, on peut même avoir des implications épistémologiques, puisque la définition d'un trouble peut être définie non pas par une entité sous-jacente telle que, entre guillemets, la dépression, qui n'est pas visible cliniquement, mais vraiment par une interaction mutuelle entre symptômes, malgré la disparition d'un facteur extérieur. Alors qu'est-ce que ça donne en pratique? Eh bien, ça donne qu'on peut utiliser des véritables symptômes ou, comme ici, des critères. Donc là, on n'a pas pris les symptômes de patients, mais on a utilisé les critères qui sont définis dans le DSM, la principale classification de la psychiatrie. Et donc pour chaque trouble, par exemple pour la dépression, il y a 9 critères. Il faut qu'il y ait un certain nombre de critères pour poser le diagnostic de dépression. Et on s'aperçoit que eh bien, chaque groupe coloré constitue un trouble. Par exemple, au hasard, en jaune, ça pourrait être le trouble dépressif caractérisé, et puis en rose, les troubles anxieux. Et on s'aperçoit donc que chacun des symptômes de chacun de ces deux troubles sont fortement reliés entre eux, et c'est sans doute pour cela qu'ils constituent un trouble dans le DSM. Et en même temps, il y a des symptômes ou des critères qui forment un pont. Imaginons par exemple qu'un symptôme soit à la fois présent dans le trouble anxieux et dans le trouble dépressif caractérisé. On voit donc que c'est le symptôme en rose qui fait le pont entre les deux. Donc là, on s'aperçoit qu'on peut tracer ainsi le réseau des interactions entre symptômes ou entre critères d'une classification en l'absence même de symptômes relevés chez des patients. Donc notre idée était de faire la même chose avec la principale classification du sommeil, l'ICSD, l'International Classification of Sleep Disorder. Et donc c'est tout un travail puisque déjà, dans un premier temps, il faut identifier qu'est-ce que c'est ces nœuds qu'on doit mettre dans les réseaux. Alors, dans un premier temps, on a cherché à faire ce travail, donc d'identifier les critères de l'ICSD. Et donc c'est beaucoup moins facile que dans le DSM où finalement chaque critère correspond à un symptôme ou correspond à un spécificateur, c'est-à-dire un spécifieur, c'est-à-dire la détresse, le handicap, la durée, la fréquence, l'âge, les facteurs d'exclusion, les conditions associées. Ces données-là sont distinguées des manifestations cliniques. Par exemple, une manifestation clinique, c'est ce qu'on a vu précédemment, l'anxiété, l'insomnie, la tristesse de l'humeur, alors que la distress, c'est une souffrance significative pour la personne qui empêche son fonctionnement quotidien. La durée, c'est pendant une certaine durée, la fréquence également, etc. Et dans l'ICSD, c'est beaucoup moins facile parce que il n'y a pas de séparation claire au sein de chaque trouble entre chacune de ces colonnes. Et donc, on a pris chacun des troubles de l'ICSD, par exemple les troubles insomnie et les troubles respiratoires. Et puis, on a vu que dans certains cas, il y avait des manifestations cliniques, comme dans le trouble insomnie, et dans certains cas, il y avait aussi des marqueurs objectifs, comme des marqueurs relevés en polysomnographie, par exemple pour les troubles du sommeil au niveau respiratoire. Voilà, donc il y a vraiment une hétérogénéité au sein de l'ICSD qui rend difficile l'extraction des manifestations cliniques, et c'est justement ces manifestations cliniques, la première colonne qui est bleutée, qui nous intéresse pour construire le réseau. Donc ça, c'est important de repérer ces différents critères et autres spécifiers parce que il faut comprendre que l'ICSD est finalement
fondée sur 47 manifestations cliniques et que le reste correspond à d'autres critères qui permettent de faire qu'un ensemble de symptômes, c'est-à-dire un syndrome, ne suffit pas à considérer qu'il s'agit d'un trouble. Donc un trouble au sein de l'ICSD nécessite aussi de considérer ces spécifieurs, ces autres colonnes. Alors dans une première analyse, donc, on a mis en relation ces critères, ces symptômes, ces manifestations cliniques, et quand on les met en relation, on peut construire le réseau, comme on le voit ici, et surtout on peut avoir des inférences à partir du réseau. Des inférences, ça veut dire qu'on peut faire des calculs sur ce réseau pour tirer certaines conclusions. Par exemple, on peut voir si le réseau est très dense, si les symptômes sont très fortement reliés. On peut aussi voir combien il y a de liens. S'il y a beaucoup de liens, ça veut dire que les symptômes sont très fortement retrouvés ensemble dans les mêmes troubles. Mais on peut aussi voir une mesure de centralité. Et donc c'est ce qui est dans le tableau à droite. On voit que la centralité, c'est ce qui drive le réseau, donc ce sont les symptômes qui sont les plus importants pour la structure du réseau. Donc ce n'est pas nécessairement les symptômes les plus fréquents, la centralité corrige la fréquence, mais c'est des symptômes qui sont des hubs pour le réseau. Par exemple, si on prend l'image d'une carte routière, Paris est un hub par rapport à toutes les autres villes en France. Pour aller de Lyon à Bordeaux, il faut passer par Paris. Et donc ça sera un symptôme qui est très central. Une autre mesure de centralité, parce qu'il en existe beaucoup, environ 70, peut être l'entre-deux, la betweenness. Par exemple, Lyon a une très forte centralité en termes d'entre-deux, puisque pour aller de Paris à Marseille, il faut passer par Lyon. Et pourtant, ce n'est pas un hub pour toutes les autres villes de France, mais c'est un point d'entre-deux entre Paris et Marseille. Voilà, donc il y a plusieurs mesures de centralité qui permettent de comprendre les symptômes les plus importants entre guillemets, de la médecine du sommeil. Et donc on s'aperçoit ici que les symptômes les plus importants sont l'insomnie et la somnolence, donc une donnée qui est assez intuitive pour le clinicien et qui renvoie aussi aux premières classifications du sommeil, la DCSAD de 79. Donc on s'aperçoit que insomnie et somnolence sont quand même structurants pour la médecine du sommeil, encore fallait-il le montrer. Alors quand on regarde la même chose dans la section des troubles du sommeil du DSM-5, eh bien, fort heureusement, on retrouve la même chose. Donc il y a une cohérence entre les deux classifications, l'ICSD, classification internationale du sommeil, et le DSM-5 dans sa section des troubles du sommeil et de l'éveil. Et il y a en effet des critères qui sont l'insomnie et aussi le sommeil non réparateur, qui sont les plus centraux. Là, plus particulièrement, dans cet article, on a cherché à montrer pourquoi les troubles du sommeil appartenaient à cette classification psychiatrique. Donc c'est pas évident, parce que pourquoi les troubles du sommeil appartiendraient à la psychiatrie, et d'ailleurs on pourrait par extension dire pourquoi des troubles de l'alimentation appartiennent à la psychiatrie, etc. Pourquoi des troubles neurologiques sont dans cette classification. Et ce qu'on montre, c'est que finalement, vu que la médecine du sommeil est centrée par des symptômes qui sont de l'ordre de la souffrance morale, de la détresse, et non pas des symptômes objectifs, par exemple une fracture de jambe, là on a plutôt des symptômes d'insomnie qui sont des plaintes, eh bien cela renvoie à la psychiatrie qui se définit par justement cette composante de détresse vécue ou de préjudice rapporté. Dans un troisième temps, eh bien, on a cherché à prendre des données issues de la clinique. Donc, précédemment, on avait utilisé les critères des classifications en essayant de montrer combien ils étaient reliés entre eux, et notamment en créant un lien dès lors qu'ils étaient présents dans le même trouble. Et donc là, on essaie de prendre des patients qui sont reliés entre eux, notamment grâce au réseau Morphée. Et on a utilisé donc les données de 35 600 patients, et on s'aperçoit donc dans le diagramme à gauche, là c'est la fréquence des critères, des symptômes, qui n'est pas exactement la même que la centralité, comme on va le voir plus tard. Et en fait, ce qui est important, c'était de prendre non pas les critères de la classification, mais aussi des critères que l'on retrouve en clinique, qui sont importants pour le clinicien et importants en termes de souffrance, et des critères qui ne sont pas décrits dans les classifications. Donc en fait, on sort un peu de la médecine du sommeil pour entrer dans la santé du sommeil et faire une analyse de santé du sommeil, c'est-à-dire sur des critères qui sont beaucoup plus subjectifs, par exemple le sommeil non rafraîchissant. Donc on s'aperçoit là que en fait, les symptômes les plus centraux de la santé du sommeil, ce ne sont plus des critères objectifs, mais vraiment des sleep disturbances, c'est-à-dire des gènes liés au sommeil, comme le sommeil non réparateur ou les difficultés au réveil. Donc on s'aperçoit que la classification de la médecine du sommeil peut avoir certaines limites,
en tout cas du fait qu'elle n'inclut pas explicitement ces symptômes qui sont pourtant centraux lorsqu'on demande aux patients ce qui les gêne le plus. Alors à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? Il y a plusieurs idées, plusieurs pistes d'analyse. Une première est de dire que, eh bien, on a fait des réseaux qui sont basés sur des données uniquement cliniques. Donc là, on voit qu'à gauche, si on introduit un élément biologique, donc IM1 en jaune correspond à la CRP, un marqueur de l'inflammation. On s'aperçoit qu'on peut mettre en évidence, ici dans un réseau de la psychiatrie de la dépression, on peut mettre en évidence que ce symptôme de CRP, d'inflammation, est surtout relié à un nœud. Donc on voit que le IM1 en jaune est relié à C6 en vert, et en fait, il est relié au nœud de l'IMC, donc du surpoids et de l'obésité. Et donc en fait, s'il y a de l'inflammation, c'est une des hypothèses du papier, mais s'il y a de l'inflammation dans les troubles dépressifs, c'est parce qu'il y a un surpoids. Donc il faudrait corriger ce biais. Donc bien sûr, la discussion est un peu plus poussée, parce que s'il suffisait de corriger ce biais, ça serait trop facile, mais globalement, l'idée est de pouvoir mettre en avant les relations entre des mesures biologiques et des mesures cliniques. Et à droite, on voit que c'est ce qui a tenté d'être fait en prenant en bas des symptômes cliniques, mais en haut des régions cérébrales. Donc on a le cortex operculaire, l'insula, l'hippocampe, etc. On a 5 régions, et on voit qu'elles sont plus ou moins fortement reliées à des symptômes cliniques, même si finalement c'est peu relié. Et donc on peut analyser également une comparaison entre réseaux. Et donc là, dans cette comparaison de réseaux, on voit que avec ou sans un traitement, ou avec ou sans un certain symptôme, eh bien on a des réseaux qui peuvent être structurés différemment, et on peut montrer la différence objectivement. À droite, on a l'évolution d'un réseau en 10 temps, donc de en haut à gauche à en bas à gauche. On a un réseau qui évolue en fonction d'une prise en charge en thérapie cognitivo-comportementale. Et on voit que cette thérapie cognitivo-comportementale, TCC, elle agit sur certains symptômes et sur des symptômes différents au fil du temps. Enfin, et notamment en médecine du sommeil, on peut prendre des mesures continues, c'est-à-dire recueillies par exemple par smartphone, au fil du temps, au fil de la journée, et créer pour un même patient un réseau évolutif. Et là, dans le schéma qui paraît assez compliqué ici, en fait, on s'aperçoit qu'en gris, on a un réseau qui, comme je viens de le dire, est créé sur des mesures auto-rapportées et en tout cas enregistrées de manière continue. Et puis, on a un réseau qui est en bleu et qui est vraiment créé sur l'expertise du clinicien, sur ce qu'il attend de voir. Et donc, on peut comparer ces réseaux et on peut vraiment faire des méthodologies de comparaison entre ce qu'attend le clinicien et ce que décrit vraiment le patient. On peut faire ça, par exemple, avec des méthodes d'actimétrie ou autre. Voilà, merci de votre attention.